L'exposition universelle d'Osaka au Japon a ouvert ses portes ce dimanche, une édition 2025 placée sous le thème de la société du futur. Près de 160 pays y sont représentés. On en parle ce soir avec nos deux invités. Benoît Buquet, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Alors vous êtes maître de conférence en histoire de l'art à l'université de Tours, commissaire de l'exposition, par ailleurs Taro Okamoto, un Japon réinventé, exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et nous serons dans quelques instants en direct d'Osaka avec José Lévy, le directeur de la création du pavillon France de cette expo universelle. Alors d'abord, Benoît Buquet, expliquez-nous, une exposition universelle, ça sert à quoi ? C'est une vaste question. On va essayer d'être extrêmement concis. Disons que les premières expositions universelles, qui datent de la moitié du 19e siècle, elles servent à mettre en avant principalement les innovations industrielles. C'est intimement lié à la question industrielle. Et au fil des décennies, ça s'élargit un petit peu. Il y a aussi cette question architecturale qui est mise en avant, les prouesses architecturales. On pense tous et toutes à la Tour Eiffel, l'exposition de 1889 à Paris. Et puis aujourd'hui, si on utilisait un vocabulaire peut-être un petit peu plus contemporain, on pourrait dire qu'il faut l'admettre, une expo universelle, c'est un outil de soft power pour les différents pays qui décident de répondre à l'invitation. Voilà. Et effectivement, pour Osaka, on imagine que c'est une grande victoire d'avoir réussi à obtenir le fait d'accueillir cette exposition universelle une deuxième fois. La première, c'était en 1970. On va évidemment en reparler. Je rappelle quand même qu'Osaka était en concurrence avec d'autres villes. Il y a eu Paris qui finalement a retiré sa candidature pour des raisons financières. Il y a eu Bakou en Azerbaïdjan et Yekaterinbourg en Russie. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'Osaka ait été choisi ? Ça, c'est les secrets de la géopolitique. C'est chapeauté par un organisme ce qu'on appelle le Bureau international des expositions et il faut répondre à un certain nombre de critères. Et vraisemblablement, les pays qui n'ont pas été retenus répondaient moins aux critères qu'Osaka en termes d'accessibilité, de précision du programme. Ça, c'est les mystères du BIE. Mais c'est vrai que les deux derniers pays en lice, c'était la France et le Japon. Et la France a décidé de se retirer. Et Osaka a donc l'a emporté, ce qui a ravi beaucoup d'habitants d'Osaka qui attendent cette exposition. Alors il y a aussi des critiques chez les habitants d'Osaka. Vous parliez de la dimension architecturale. Effectivement, on va voir apparaître le site sur lequel se tient cette exposition universelle. Pour la première fois, elle a lieu sur l'eau. On va probablement voir les images apparaître à l'écran. Il y a cette dimension aussi d'envoyer un message au monde quand on organise une exposition universelle. Oui, tout à fait. Chaque exposition a, on va dire, ses mots-clés. Et d'ailleurs, cette exposition, vous l'avez dit tout à l'heure, je me souviens plus très bien, c'est cette idée d'imaginer la ville du futur. Et c'était le thème de l'expo. Le thème, précisément, c'est la société du futur. Voilà, et en 1970, c'était progrès et harmonie pour l'humanité. Vous voyez, c'est quand même très, très vaste. Effectivement. Alors, on va prendre la direction tout de suite d'Osaka au Japon. José Lévy, vous êtes en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la création du pavillon France de cette exposition. Alors, José Lévy, vous avez participé à cette première journée, la cérémonie d'ouverture. D'abord, comment est-ce que ça s'est passé ? Quelles sont vos premières impressions ? C'était très impressionnant de voir littéralement la foule se presser devant le pavillon France. On a tous travaillé énormément depuis près de 2 ans et de voir que le désir de visiter ce pavillon était très fort, donc nous a vraiment ravis, malgré la pluie battante. Malgré la pluie battante, on espère que vous aurez peut-être un peu meilleur temps dans les prochains jours. Alors je le disais, José Lévy, le thème de cette édition, c'est la société du futur. Vous la ressentez, vous, sur place, cette touche futuriste, tournée vers l'avenir ? Écoutez, on la ressent comme on l'a toujours ressenti au Japon. Nous, sur le pavillon France, on a aussi décidé d'avoir ce thème qui est l'hymne à l'amour, et qui est l'hymne à l'amour, qui est l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la nature. Voilà, c'était vraiment les thèmes qui ont été développés et sur lesquels j'ai travaillé pour tous les espaces dont j'ai été imparti. Et on va effectivement parler plus en détail de votre travail dans un instant. Mais je vous propose qu'on revienne avant cela, qu'on fasse un petit retour en arrière avec ce reportage sur l'histoire des expositions universelles.
Pour célébrer le progrès, mais aussi sa toute-puissance, l'Empire britannique organise à Londres la toute première exposition universelle en 1851. D'autres villes vont suivre rapidement New York, Vienne et plusieurs fois Paris, comme ici en 1867, lorsque l'empereur Napoléon III profite, lui, d'exposer les bienfaits du Second Empire, aux côtés des pavillons de l'industrie et des beaux-arts. Et quand, 22 ans plus tard, le régime a changé à Paris et qu'on y célèbre désormais les 100 ans de la Révolution française, l'Expo universelle va cette fois-ci servir de vitrine à la République, symbolisée par la construction de la Tour Eiffel. La fin du 19e siècle influence aussi les manifestations qui se transforment de plus en plus en foires, où y sont exhibés non seulement les techniques, mais aussi les hommes, comme les nègres du Congo à Bruxelles. Des zoos humains qui feront encore partie des expos durant 50 ans. On ne s'embarrassait pas de trop de préceptes ni de grands principes, quoi. On y allait, chaque pays avait devant lui carte blanche pour pouvoir monter un pavillon à sa gloire. Il y avait, dans le fond, pas beaucoup de limites à l'imagination de l'époque. En 1928, remise à l'ordre, une trentaine de pays instaurent le Bureau international des expositions, chargé à l'avenir de choisir les projets et les villes organisatrices. La pagaille est évitée, mais pas la propagande. À Paris, en 1937, les nazis plastronnent avec leurs glorieux pavillons, juste en face des soviets, arrivés avec leurs locaux Staline de 240 tonnes. L'esthétique des expos évolue, mais on présente toujours au grand public un reflet des progrès réalisés par l'homme dans les différents secteurs de ses activités. Dans le célèbre atomium, on y rêve d'infiniment petit. La Suisse n'a jamais accueilli d'expo universelle. Pourtant, elle participe systématiquement, comme en 1970 à Osaka, au Japon, où le conseiller fédéral Rudolf Kneggi s'interroge tout de même sur l'avenir de telles manifestations. Je suis d'avis que la conception actuelle de ces expositions universelles doit être repensée. Je ne voudrais pas être à la place de ces architectes des futures expositions, car je pense réellement que cela doit devenir toujours plus difficile. L'intérêt ces dernières années est plutôt dans le thème. On voit que l'homme et le monde redevient un thème de ces grandes expositions universelles. Là, les thèmes prennent de l'intérêt et rencontrent la curiosité du grand public, très largement. En 2010, Shanghai accueillait 73 millions de visiteurs, un record. Le thème était « Une ville meilleure, une vie meilleure ». Voilà, on entendait parler de cette exposition universelle d'Osaka en 1970. Benoît Buquet, quelles avaient été les retombées de l'événement à l'époque pour les Japonais et les habitants de la ville ? C'est, en termes d'espoir, même avant de parler de retombées, c'est vrai que c'est plus important encore que les Jeux Olympiques de Tokyo en 64. L'Expo 70 à Osaka, qui s'appelait Exposition universelle du Japon, c'est important de le préciser, on n'est pas comme en 2025 sur Expo 2025, Osaka, Kansai, Japon. C'est vraiment le Japon qui se présente au monde. C'est un pays qui a été défait, qui a été occupé, qui a recouvert sa souveraineté en 52. Et là, c'est une façon de montrer que le Japon est dans la course économique internationale. Et c'est un peu le début de ce Japon, un peu comme vitrine technologique, on va dire, ce pays futuriste. Et peut-être aussi un peu avant-gardiste. Alors, près de 160 pays participent. José Lévy, vous qui êtes justement le directeur de la création du Pavillon France, qu'est-ce qu'on trouve sur ce Pavillon France ? Quel est finalement le visage de la France que vous avez voulu montrer au monde ? En fait, il y a plusieurs éléments. Il y a déjà en fait un regroupement d'états de force et de richesse de la France. Là, on est en train de voir l'exposition qui s'appelle Pulsation, qui amène sur le travail de Justine Aymar à travers cette idée de pulsation et ce fil rouge que l'on a, qui s'appelle l'Aikaito, qui est un fil rouge qui unit les gens et qui jamais ne se défait. Donc c'est cette symbolique effectivement de lier tout le monde. Après, nous avons aussi beaucoup de forces de partenaires. Et c'est vraiment ça qui était intéressant sur ce pavillon. Là, vous avez les gens comme LVMH, AXA, Nina Farm, les vins d'Alsace, qui sont tous unis avec tout leur savoir-faire, leur force, pour montrer effectivement au pavillon France. Et dans tous les autres éléments, il y a aussi dans tous les autres espaces, il y a tous les partenaires. À la fois, l'idée, c'était aussi de montrer donc cette richesse des savoir-faire français.
cette richesse des arts décoratifs français, mais qui s'invitait au Japon. Donc aussi avec ces arts décoratifs japonais et cet échange, et c'était ça qui était vraiment intéressant de montrer. Et c'est ce qui fait la richesse de ce pavillon. Et on imagine que c'est aussi une belle visibilité pour votre travail. Oui, en effet, aussi, oui. Alors on imagine que vous n'allez pas rester sur le pavillon France, José Lévy, que vous allez peut-être vous balader entre les autres pavillons. Outre ce pavillon France, est-ce qu'il y a d'autres pavillons qui vous ont déjà marqué par leur créativité ou leur futurisme ? Sincèrement, c'est le projet de dans 2 jours. Parce que, en fait, demain, j'organise une autre exposition autour d'un projet de la Villa Kujuyama, que Benoît connaît bien également. Et c'est un projet, donc je vous reçois ici à la Villa Kujuyama, où cette exposition parlera aussi des richesses françaises, des métiers d'art, mais aussi de cet attachement à cet endroit qui est une villa donc qui accueille des résidents, qui dépend de l'Institut français et de l'Institut français du Japon, et qui reçoit des artistes français et qui sont aussi en rapport avec le Japon. Donc voilà, donc il y a ces deux expositions assez incroyables et qui sont le trait d'union, on va dire, autour du Japon et de la France. Benoît Buquet, je me tourne vers vous. On l'entendait tout à l'heure, cette exposition universelle, elle attend 28 millions de visiteurs d'ici au 13 octobre prochain, donc on a un petit peu de temps. Il y avait, selon les médias japonais, toute une partie des billets qui n'avaient pas encore été vendus justement au public japonais. Comment est-ce que vous l'analysez, ce qui peut apparaître comme une forme de réticence des Japonais à participer à cette exposition universelle? Si on la compare à l'Expo 70, donc d'Osaka en 1970, c'est sûr qu'ils n'arriveront jamais à égaler les 64 millions de visiteurs. Les visiteurs internationaux étaient assez anecdotiques, on était à 2-3 millions, mais on est quasiment en forçant un peu le trait, 2 Japonais sur 3 qui ont visité l'exposition universelle 70, donc on ne peut pas battre ce score. Aujourd'hui, je crois qu'il y a Internet, les gens sont mieux renseignés, peut-être l'appétence s'est un petit peu déplacée. Ça, je ne peux pas vous dire pourquoi l'exposition universelle semble avoir moins de succès, mais il n'y a aucune exposition universelle au Japon, que ça soit celle de 85 à Tsukuba, que ça soit celle de 2005 à Aichi, dans le département d'Aichi, et qui ont dépassé le score de l'Expo 70. Et en tout cas, il faudra évidemment attendre la fin de cette exposition universelle pour savoir combien de Japonais s'y sont rendus. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît Buquet, maître de conférence en histoire de l'art à l'université de Tours. Je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition Taro Okamoto, un Japon réinventé à découvrir au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et on vous retrouve aussi prochainement. Je crois que vous animez une conférence où vous allez nous parler de cette expo Osaka 1970, c'est bien cela ? De la figure de Taro Okamoto, qui est un artiste sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est l'objet de l'exposition au Quai Branly et que j'ai pensé à la Villa Kujuyama en 2018 pour la première fois, sans savoir quelle forme elle allait prendre, et qui ouvre pour le public mardi au Quai Branly. Et c'est en effet Taro Okamoto qui était le commissaire général du pavillon du thème de l'Expo 70 d'Osaka et qui a livré une énorme sculpture de 70 mètres de haut qui est l'œuvre d'art du XXe siècle la plus connue du Japon. Un sujet absolument passionnant. Et merci à vous, José Lévy, directeur de la création du pavillon France de l'Expo universelle d'Osaka. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette exposition universelle et pour conclure ce grand angle ? Écoutez, autant de monde qu'il y avait aujourd'hui, tous les jours, jusqu'en octobre. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous d'Osaka. Et puis, on vous souhaite une bonne nuit, évidemment, parce que je crois qu'il est à peu près 1h30 ou 2h du matin chez vous. Alors, je rappelle que cette exposition universelle d'Osaka, elle est à découvrir donc au Japon jusqu'au 13 octobre 2025. Merci à tous les deux.